L'expiration du contrat invisible. Nous sommes en 2025, et le monde vient de franchir une ligne rouge invisible sans que 99% de la population ne s'en rende compte. Le pilier central de l'économie moderne, le contrat secret qui a garanti la prospérité occidentale pendant 50 ans, vient d'expirer dans un silence médiatique assourdissant. Si vous ne prêtez pas attention aux mouvements tectoniques de la finance souterraine, vous êtes sur le point d'assister, impuissant, à la dissolution de votre niveau de vie. Pendant un demi-siècle, une règle non écrite mais appliquée avec une rigueur d'acier, a régi notre planète. Quiconque voulait acheter de l'énergie, le sang qui coule dans les veines de toute économie industrialisée, devait d'abord se procurer des dollars américains. Ce monopole n'était pas un accident. C'était une architecture délibérée qui a créé une demande artificielle et permanente pour la monnaie américaine. Cela a permis aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, d'accumuler des dettes qu'aucune autre nation n'aurait pu supporter, et de financer une superpuissance militaire avec de l'argent créé ex nihilo. Mais ce système est officiellement mort. Vos politiciens ne vous le diront pas, car l'admettre serait confesser leur impuissance face à ce qui vient. Les médias grand public sont trop occupés par le bruit quotidien pour analyser ce signal faible devenu une sirène d'alarme. Mais, si vous saviez ce qui se passe réellement dans les couloirs des banques centrales, à Pékin, Moscou ou Riyad, vous comprendriez que l'Amérique, telle que nous l'avons connue économiquement, n'existe déjà plus. Le pétrodollar est mort en 2025, et avec lui, c'est la domination mondiale incontestée du dollar qui s'éteint. La plupart des gens seront pris au dépourvu. Ils se réveilleront un matin avec une monnaie qui ne vaut plus qu'une fraction de sa valeur de la veille. Mais l'argent intelligent, les dynasties familiales, les fonds souverains, les initiés, a déjà bougé. Ils savent ce que l'histoire a enseigné à chaque fin de cycle impérial. La monnaie papier n'est qu'une croyance, et cette croyance est en train de se briser. Chapitre 1. La genèse d'un braquage mondial, 1944-1971. Pour comprendre la gravité de la chute actuelle, il faut remonter à la construction de l'édifice. Tout commence réellement en 1944, à Bretton Woods. Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, les puissances alliées décident du nouvel ordre monétaire. Les États-Unis, qui détiennent alors les 2/3 de l'or mondial, imposent le dollar comme seule monnaie de réserve, mais avec une promesse cruciale. Chaque dollar émis serait échangeable contre une quantité fixe d'or, 35 $ l'once. Le système était solide car il était ancré dans le réel, mais le pouvoir corrompt. Dans les années 1960, l'Amérique a commencé à tricher. Entre la guerre du Vietnam et les programmes sociaux massifs de la grande société, Washington a imprimé beaucoup plus de dollars qu'elle n'avait d'or dans ses coffres. Les autres nations, la France du général de Gaulle en tête, ont flairé l'arnaque. Elles ont commencé à demander le remboursement de leurs dollars excédentaires en or physique. Les coffres de Fort Knox se vidaient à vue d'œil. C'est ce qui a mené au choc Nixon du 15 août 1971. Acculé, le président Richard Nixon passe à la télévision et annonce la fermeture temporaire de la fenêtre de l'or. Ce temporaire dure depuis 54 ans. À cet instant précis, le dollar est devenu une monnaie fiat, du latin fiat, que cela soit. Elle ne valait quelque chose que parce que le gouvernement le décrétait. Le monde entier s'est retrouvé avec des milliards de papiers verts qui ne représentaient plus rien de tangible. La confiance menaçait de s'effondrer. Il fallait trouver un nouvel ancrage, rapidement, sous peine de voir l'économie américaine imploser. Chapitre 2. Le pacte du diable, 1974. L'ancrage ne serait plus l'or, mais quelque chose d'encore plus indispensable, le pétrole. En 1973, la guerre du Kippour provoque un choc pétrolier majeur. Le prix du baril quadruple. L'Amérique est à genoux, mais Henry Kissinger, alors secrétaire d'État, voit une opportunité dans cette crise. En 1974, il conclut une série d'accords secrets avec la maison royale saoudienne. Le marché était d'un cynisme brillant. Les États-Unis s'engageaient à garantir la survie du régime saoudien contre tous ses ennemis, internes ou externes, comme l'Iran ou l'Irak. Il fournirait pour les armes les plus modernes et une protection militaire inconditionnelle. En échange, l'Arabie saoudite devait faire deux choses. Vendre son pétrole exclusivement en dollars américains, refuser toute autre devise, et c'est le point le plus crucial, recycler ses pétrodollars excédentaires en achetant de la dette américaine, des bons du Trésor. Le génie de ce système est diabolique. Les États-Unis impriment des dollars pour acheter du pétrole à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite prend ces mêmes dollars et les prête immédiatement au gouvernement américain en achetant sa dette. C'était une machine à mouvement perpétuel. L'Amérique pouvait financer ses déficits gratuitement. Le reste du monde devait produire des biens réels, des voitures allemandes, des électroniques japonaises, pour obtenir les dollars nécessaires à l'achat de leur énergie, tandis que l'Amérique n'avait qu'à imprimer ces dollars. C'est ce que Valéry Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant.
Ce n'était pas juste un avantage économique, c'était un tribut impérial, déguisé, que le monde entier payait à Washington. Chapitre 3. Les fissures deviennent des gouffres, 2022-2025. Pendant 50 ans, le système du pétrodollar a fonctionné non pas seulement comme une horloge suisse, mais comme une loi de la physique apparemment immuable. Il était l'oxygène du commerce international. Il a survécu à tout, à la fin de la guerre froide, qui aurait dû redéfinir les alliances, aux multiples guerres du Golfe qui ont menacé les champs pétroliers, à la crise financière de 2008, qui a pourtant pris naissance au cœur même de Wall Street. Pourquoi une telle résilience ? Parce que ce système ne reposait pas uniquement sur des contrats papier, mais sur deux piliers psychologiques d'une solidité titanesque. La confiance absolue du monde entier dans la neutralité du dollar en tant que bien public mondial et la dépendance existentielle de la monarchie saoudienne envers le parapluie militaire américain pour sa survie. Aujourd'hui, dire que ces piliers sont fissurés serait un euphémisme dangereux. Ils ont été méthodiquement dynamités au cours des 36 derniers mois, dans une accélération de l'histoire qui donne le vertige aux observateurs avertis. Le suicide géopolitique du dollar, février 2022. Le premier coup fatal, celui dont les historiens futurs diront qu'il a marqué le début de la fin, n'a pas été porté par un ennemi de l'Amérique, mais par Washington lui-même. En février 2022, dans les heures qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis et leurs alliés européens ont pris une décision sans précédent dans l'histoire financière moderne. Gelé d'un simple claquement de doigts, numérique, environ 300 milliards de dollars de réserves de change appartenant à la Banque centrale de Russie. Il faut comprendre la gravité de cet acte. Ces réserves n'étaient pas l'argent des oligarques, c'était l'épargne nationale de la Russie, le fruit de décennies de ventes d'énergie accumulées pour stabiliser le rouble en temps de crise. Selon les règles non écrites de la finance internationale depuis Bretton Woods, les réserves souveraines d'une banque centrale étaient sacrées. Elles étaient censées être immunisées contre les aléas de la guerre et de la politique. Sur le moment, dans l'émotion de l'actualité, cela semblait être une sanction juste et nécessaire. Les plateaux de télévision occidentaux applaudissaient cette fermeté. Mais à Pékin, à Riyad, à Brasilia, à New Delhi, à Pretoria, le message reçu a été terrifiant de clarté. Si vous détenez des dollars, vous ne détenez pas vraiment votre argent. Vous détenez une permission d'utiliser votre argent. Permission que Washington peut révoquer à tout moment si votre politique étrangère cesse de nous plaire. Le dollar a cessé ce jour-là d'être une monnaie neutre pour devenir une arme politique explicite. Ce fut un électrochoc géopolitique majeur. Les dirigeants des pays du Sud global se sont posé une question simple. Si une superpuissance nucléaire comme la Russie, avec son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, peut voir ses économies nationales confisquées en un week-end, quelle chance avons-nous, nous, qui sommes plus petits et plus vulnérables ? La dédollarisation est instantanément passée d'un sujet de conversation intellectuelle pour économistes anti-impérialistes à une urgence vitale de sécurité nationale pour tous les chefs d'État non alignés. La fin du mariage de raison, la rupture saoudienne. Le deuxième pilier, l'alliance indéfectible avec l'Arabie saoudite, s'est effondrée pour des raisons bassement pragmatiques et tectoniques. Dans les années 70, les États-Unis étaient le plus grand importateur de pétrole au monde, et l'Arabie saoudite en était le plus grand exportateur. Leur mariage était une nécessité économique. 50 ans plus tard, la géologie et la technologie ont tout changé. Grâce à la révolution du pétrole de schiste, les États-Unis sont devenus énergétiquement indépendants, voire exportateurs concurrents de l'OPEP. Qui est aujourd'hui le premier client de l'Arabie saoudite ? La Chine. Qui est le premier partenaire commercial du royaume pour ses infrastructures futuristes comme Neom ? La Chine. La question qui se posait à Riyad devenait intenable. Pourquoi continuerions-nous à fixer le prix de notre produit le plus vital, exclusivement dans la monnaie d'un pays qui nous en achète de moins en moins, qui nous fait la morale sur nos droits de l'homme, et qui devient notre concurrent sur les marchés énergétiques tout en ignorant la monnaie de notre plus gros client qui, lui, ne pose aucune question politique ? La réponse est venue progressivement, puis brutalement. En janvier 2023, lors du Forum économique de Davos, le ministre saoudien des Finances, Mohamed Al-Jadaan, a lâché une petite phrase qui a eu l'effet d'une bombe à fragmentation dans les milieux initiés. Devant les caméras de Bloomberg, il a déclaré avec un calme olympien que le royaume était désormais ouvert à l'idée de commercer le pétrole dans d'autres devises que le dollar. Pour le grand public, c'était une phrase anodine. Pour les marchés, c'était une révolution copernicienne. Pour la première fois en 49 ans, la porte de la forteresse pétrodollar était officiellement entr'ouverte. L'expiration silencieuse 2024. Puis vint le coup de grâce, d'autant plus inquiétant qu'il fut silencieux. Le 9 juin 2024, le contrat original de sécurité contre pétrole,
signé secrètement en juin 1974 par Henry Kissinger et le prince Fahd, a atteint sa date d'expiration technique de 50 ans. Dans un monde normal, où l'alliance serait toujours solide, ce renouvellement aurait été une formalité, célébrée en grande pompe par une visite d'État. Au lieu de cela, rien. Un silence radio total. Pas de signature, pas de communiqué de presse, pas de renouvellement public. L'Arabie Saoudite a simplement laissé le contrat cadre expirer, signalant au monde qu'elle reprenait sa liberté totale en matière de politique monétaire énergétique. Les digues ne sont pas juste en train de se fissurer, elles cèdent les unes après les autres. Regardez les faits récents. La Chine a réalisé son premier achat majeur de gaz naturel liquéfié, GNL, aux Émirats arabes unis, réglé entièrement en yuan via le Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange. L'Inde, troisième plus gros consommateur d'énergie au monde, règle désormais une grande partie de ses achats de pétrole russe en roupies, en dirhams des Émirats, voire en yuan chinois, contournant totalement le système SWIFT américain. Le projet Mbridge, une plateforme expérimentale de monnaie numérique de banque centrale qui permet à la Chine, la Thaïlande, Hong Kong et les Émirats de faire du commerce direct sans passer par des banques correspondantes américaines, est en train de passer du stade de prototype à celui de réalité commerciale. Le monopole est mort. Ce n'est pas encore un torrent qui emporte toute l'économie mondiale du jour au lendemain, mais c'est une fuite irréversible et grandissante dans la coque du Titanic monétaire américain. Les statistiques du Fonds monétaire international, FMI, pourtant toujours prudent, sont implacables. Au tournant du millénaire, le dollar représentait plus de 72% des réserves mondiales allouées. Aujourd'hui, nous flirtons dangereusement avec la barre des 58%, et si l'on ajuste pour les changements de valorisation, la part réelle est encore plus basse. C'est une chute vertigineuse à l'échelle du temps monétaire, où les changements prennent habituellement des décennies. Chapitre 4. Le mécanisme de votre appauvrissement. À ce stade, une réaction naturelle de défense cognitive pourrait être « c'est fascinant ». C'est de la grande géopolitique, mais en quoi les décisions techniques d'un prince saoudien ou d'un banquier central chinois changent-elles le prix de mon caddie au supermarché local? C'est précisément ici que le piège se referme sur le citoyen moyen, qui pense à tort que la finance internationale est déconnectée de sa réalité quotidienne. C'est tout l'inverse. Votre niveau de vie actuel est artificiellement soutenu par ce système. Pour comprendre comment vous allez être appauvri, il faut comprendre le super pouvoir économique dont les États-Unis, et par extension l'Occident qui vit dans leur orbite monétaire, ont bénéficié pendant 50 ans, la capacité d'exporter leur inflation. La théorie de l'éponge mondiale. Imaginez l'économie mondiale comme une gigantesque éponge sèche. Lorsque la Réserve fédérale américaine, la Fed, décidait d'imprimer des milliers de milliards de dollars, comme elle l'a fait frénétiquement, lors de la crise financière de 2008, et encore plus massivement lors de la crise Covid de 2020, avec plus de 4000 milliards créés ex nihilo en quelques mois, que se passait-il? Dans un pays normal, si vous augmentez la masse monétaire de 40% sans augmenter la production de richesse de 40%, vous obtenez une hyperinflation immédiate. Pensez à l'Argentine, à la Turquie, au Zimbabwe. Mais pas aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ces dollars fraîchement imprimés ne restaient pas bloqués à l'intérieur des frontières américaines, à faire monter les prix locaux. Ils étaient aspirés par l'éponge mondiale. La Banque centrale du Japon avait besoin de ces dollars pour ses réserves. L'importateur de pétrole allemand en avait besoin pour acheter son énergie. Le fonds de pension coréen en avait besoin pour acheter des actifs sûrs. Le monde entier agissait comme une zone tampon, absorbant l'excès de liquidité américaine. Nous avons envoyé nos dollars papier, qui ne nous coûtaient rien à produire, et en échange, le monde nous a envoyé des voitures, des téléviseurs, du pétrole et des matières premières, qui demandaient du vrai travail et de vraies ressources à produire. C'était le plus grand déjeuner gratuit de l'histoire économique. Mais aujourd'hui, le changement de paradigme est brutal. Si le monde n'a plus besoin de dollars pour acheter du pétrole, l'éponge est saturée. Pire, elle commence à se contracter et à rejeter l'eau qu'elle contient. Imaginez ces milliers de milliards de dollars stockés patiemment depuis 50 ans dans les coffres des banques centrales étrangères à Tokyo, Séoul, Francfort ou Riyad. Si ces pays décident qu'ils n'en ont plus l'utilité stratégique, ils ne vont pas les garder comme souvenir. Ils vont commencer à les rapatrier. Ils vont les vendre pour acheter d'autres devises, euros, yuan, or, ou pour acheter des actifs réels, terres, mines, entreprises. Quand ce tsunami de dollars revient à la maison aux États-Unis, alors que l'économie américaine ne produit plus assez de biens manufacturés pour les absorber, le résultat est mathématique et inévitable, une hyperinflation domestique. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à la monnaie elle-même.
Concrètement, la fin du pétrodollar signifie 3 chocs simultanés et violents pour votre portefeuille personnel. Le choc numéro 1, l'explosion des quotes IS d'importation. L'Amérique et une grande partie de l'Europe désindustrialisée ne fabriquent plus grand-chose de ce qu'elles consomment au quotidien. Regardez autour de vous. Vos vêtements viennent du Bangladesh, votre téléphone de Chine, vos médicaments génériques d'Inde, les pièces détachées de votre voiture du Mexique ou d'Allemagne, vos fruits d'Amérique du Sud en hiver. Actuellement, le dollar fort maintient le prix de ces importations artificiellement bas. Mais si le dollar perd son statut et chute de 30% ou 40% face aux autres monnaies réelles, parce que personne ne veut plus le détenir, le prix de tout ce que vous achetez au supermarché augmente mécaniquement dans les mêmes proportions. Ce n'est pas une inflation de demande, où les gens ont trop d'argent à dépenser. C'est une inflation structurelle. Votre monnaie vaut moins à l'international. Donc, vous devez en donner plus pour obtenir le même litre d'essence ou le même paquet de café importé. Votre salaire, lui, ne suivra pas. Le choc, numéro 2, la crise de la dette et des taux d'intérêt. C'est le mécanisme le plus dangereux. Jusqu'à présent, le déficit abyssal du gouvernement américain, 35 000 milliards de dettes et ça continue, était financé par les étrangers. Les pays qui nous vendaient du pétrole ou des produits manufacturés prenaient leurs dollars excédentaires et achetaient sagement notre dette. Les bons du trésor US. Ils nous prêtaient à des taux ridiculement bas. Si les étrangers arrêtent d'acheter cette dette, et c'est déjà le cas, la Chine et le Japon vendent massivement leurs bons du trésor depuis 2 ans, qui va financer le train de vie de l'État? Le gouvernement américain n'aura que 2 choix, tous 2 catastrophiques. Soit il devra offrir des taux d'intérêt délirants pour attirer les rares capitaux restants. Imaginez un monde où le taux de base de l'État est à 10% ou 12%. Cela signifie que votre prêt immobilier personnel passe à 15% ou 18%. Le marché immobilier s'effondre instantanément. Les entreprises ne peuvent plus emprunter pour investir. L'économie s'arrête net. Soit, il choisit la deuxième option. Le choc numéro 3, le cercle vicieux tombe monétaire, la fin de Weimar. Face à des taux d'intérêt insoutenables qui mettraient l'État en faillite immédiate, car il ne pourrait même plus payer les intérêts de sa propre dette, le gouvernement choisira la solution de facilité politique, imprimer. La Réserve fédérale deviendra l'acheteur de dernier ressort de toute la dette que le monde ne veut plus. Elle imprimera des dollars pour acheter les obligations d'État. C'est exactement la spirale infernale qui a détruit la République de Weimar en Allemagne en 1923, ou qui a ravagé le Venezuela et le Zimbabwe récemment. La différence? Cette fois, cela n'arrive pas à une économie périphérique, mais à la clé de voûte du système financier mondial. Quand vous imprimez de la monnaie pour payer vos dettes parce que personne ne veut vous prêter, vous envoyez le signal ultime au marché que votre monnaie est fichue. La fuite devant la monnaie s'accélère, l'inflation devient exponentielle, et l'épargne de toute la classe moyenne est évaporisée en quelques mois. Chapitre 5. Les signaux que l'élite vous cache. Si c'est si grave, pourquoi personne n'en parle au journal de 20 heures? Parce que la dernière chose que souhaitent les autorités, c'est un mouvement de panique bancaire. Ils doivent maintenir l'illusion de la normalité jusqu'au dernier moment possible. Ne faites pas attention à ce que les banquiers centraux disent lors de leurs conférences de presse rassurantes, avec leur langage codé et technique conçu pour endormir les masses. Regardez plutôt ce qu'ils font avec leurs propres réserves stratégiques dans le secret de leur coffre. Le signal le plus bruyant du moment est paradoxalement silencieux. C'est la ruée historique vers l'or physique. La revanche de la relique barbare. Depuis 2022, les banques centrales du monde entier achètent de l'or à un rythme jamais vu depuis 1967. Pourquoi 1967 est-il une date clé? Parce que c'était juste avant l'effondrement du London Gold Pool, l'antichambre de la fin du système de Bretton Woods. L'histoire bégait. En 2022 et 2023, les achats nets d'or par les institutions officielles ont dépassé les 1000 tonnes par an. C'est colossal. Pourquoi la Banque populaire de Chine déclare-t-elle acheter de l'or mois après mois, alors que les experts estiment qu'elle en achète secrètement beaucoup plus via des intermédiaires pour ne pas affoler les marchés? Pourquoi des pays traditionnellement alliés des États-Unis, comme la Pologne ou Singapour, augmentent-ils massivement leurs réserves d'or? Pourquoi tant de pays européens rapatrient-ils leurs lingots stockés à Londres ou New York vers leurs propres sols nationaux? La réponse est brutale de simplicité. Ils savent que l'or est la seule monnaie qui n'est la dette de personne. C'est le seul actif financier qui n'a pas de risque de contrepartie. Si vous détenez des bons du Trésor américain, vous êtes dépendant de la solvabilité de Washington et de leur bon vouloir politique. Souvenez-vous des réserves russes gelées. Si vous détenez un lingot d'or dans votre coffre à Varsovie ou Pékin, vous ne dépendez de personne. L'accumulation frénétique d'or par les banques centrales mondiales est le vote de défiance ultime envers le système dollar. Il se prépare
à l'après. Le sauve-qui-peut des milliardaires. Regardez aussi les mouvements des ultra-riches, ceux qui ont accès aux meilleures informations bien avant le grand public. Pourquoi Mark Zuckerberg, le patron de Meta, est-il en train de construire un complexe gigantesque et autosuffisant de 100 millions de dollars sur une île à Hawaï, comprenant des réserves de nourriture, d'énergie et un bunker souterrain de 500 mètres carrés? Pourquoi Jeff Bezos a-t-il liquidé pour plusieurs milliards de dollars d'actions Amazon récemment? Pour garder du cash? Non, pour acheter des actifs tangibles. De l'immobilier de prestige, des yachts géants qui sont des villes flottantes autonomes. Pourquoi Bill Gates est-il devenu le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis? Ce n'est pas par passion pour le tracteur. C'est parce que, dans un monde où les monnaies papier s'effondrent, la terre productive qui nourrit les gens conserve toujours sa valeur réelle. Ils ne stockent pas du cash. Ils savent que le cash va fondre comme un glaçon au soleil. Ils convertissent leurs richesses virtuelles surévaluées, actions, obligations, en ressources réelles, en infrastructures, en autonomie. Ils savent que le jeu des chaises musicales monétaires touche à sa fin. La musique ralentit, et ils s'assurent d'avoir non pas une chaise, mais tout un canapé en béton armé quand la musique s'arrêtera et que la panique s'emparera de la foule. Chapitre 6. Le monde d'après. Le chaos multipolaire. À quoi ressemble le monde le jour d'après la mort du pétrodollar? Ne croyez pas ceux qui vous disent que le yuan chinois va simplement remplacer le dollar. Personne ne fait suffisamment confiance au Parti communiste chinois pour lui confier les clés de la finance mondiale. Non, nous nous dirigeons vers quelque chose de bien plus instable, un désordre multipolaire. Imaginez un monde fragmenté en blocs commerciaux rivaux, un bloc eurasien autour de la Chine et de la Russie, commerçant en devises locales adossés à des paniers de matières premières. Un bloc occidental centré sur un dollar très affaibli, à l'influence réduite. Une vaste zone grise de pays opportunistes, Inde, Brésil, Moyen-Orient, qui joueront sur les deux tableaux. Pour le commerce, cela signifie la fin de la fluidité. Plus de friction, plus de coûts de transaction, des chaînes d'approvisionnement plus fragiles. Mais le danger le plus insidieux est technologique. L'avènement des CBDC, monnaies numériques de banque centrale. Voyant le contrôle leur échapper, les gouvernements occidentaux vont tenter de le reprendre par la coercition technologique. Ils préparent des dollars et des euros numériques, programmables. Ce ne sera plus de l'argent tel que vous le connaissez. Ce sera un système de coupons sous surveillance. Le gouvernement pourrait décider que votre argent a une date d'expiration pour vous forcer à dépenser, ou qu'il ne peut pas être utilisé pour acheter certains produits, comme trop de carburant ou de viande, sous prétexte écologique. La crise du pétrodollar pourrait être le choc idéal, le prétexte parfait pour introduire ce contrôle monétaire total, vendu aux populations comme la seule solution pour stabiliser l'économie. Votre plan de survie. L'histoire monétaire est un cimetière rempli de devises éternelles. Le denier romain, le dinar des califats, le florin hollandais, la livre sterling britannique, ils ont tous dominé le monde, et ils ont tous fini par valoir zéro, victimes de la surextension militaire et de la débauche budgétaire de leurs émetteurs. Le dollar n'est pas une exception magique immunisée contre l'histoire. Il est juste le suivant sur la liste. Le système du pétrodollar était une anomalie historique de 50 ans qui nous a fait croire que la prospérité pouvait être imprimée à l'infini. Ce réveil sera brutal pour ceux qui dorment encore. Alors, que pouvez-vous faire face à ce tsunami? La première étape est mentale. Tuez votre biais de normalité. Ce n'est pas parce que le système a tenu toute votre vie qu'il tiendra demain. Ensuite, comprenez que dans un monde d'inflation structurelle, l'épargne en cash est une certitude mathématique de perte de pouvoir d'achat. Votre richesse doit être convertie en choses qui conservent leur utilité réelle. Des compétences pratiques que vous pouvez monnayer, même si l'économie numérique s'effondre, des actifs tangibles que vous possédez vraiment, hors du système bancaire fragile. Et surtout, une résilience communautaire. Un réseau de confiance solide vaudra plus que de l'or quand les temps deviendront durs. L'expiration de l'accord du pétrodollar n'est pas la fin du monde, mais c'est assurément la fin d'un monde. Celui de l'argent facile et de l'Amérique toute puissante. Le nouveau monde sera plus dur, plus volatile, plus réel. Les signes sont là, hurlant pour ceux qui veulent bien les voir. Le contrat est rompu, l'horloge tourne. Serez-vous prêt quand la marée se retirera pour de bon?